Exactement, 12 heures dans le studio sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sur FM à la une de l'actualité. Ce lundi au tribunal correctionnel de Paris reprend l'un des procès les plus attendus dans le monde du sport. Celui de Lamine Diack, l'ancien président de l'IAAF, donc fait face aux accusations de corruption qui pèsent sur lui. Il est soupçonné d'avoir protégé des athlètes russes dopés et de détournement d'argent. Une affaire majuscule et tortueuse. Des heures d'audition, 3 mandats d'arrêt, 3 contrôles judiciaires, interdiction de sortie du territoire. Son fils et 4 autres personnes sont également citées sur ce dossier. Les avocats de Pape Massata Diack ne sont pas présents à ce procès. Bloqué au Sénégal, ils se disent scandalisés. Maître Moussa Sarr parle de violation des droits de la défense, un des plus grands complots du siècle contre le continent noir. Martel Horizon sans frontières, son président Boubacar Seye a écouté dans ce journal. Dans cette session d'information, il sera également question du point du jour de la situation sur l'évolution de la maladie Covid-19 dans le pays. 99 nouvelles contaminations annoncées ce lundi par la directrice de la santé, Dr Marie-Khemesse Ngom Ndiaye. Reprise du transport interurbain à Rufisque. Le premier bus horaire a quitté ce matin vers 7h11. Le dispositif a été bien respecté, mais il faudrait améliorer le manifeste, précise en tout cas le ministre de tutelle Oumar Youm, qui a présidé ce matin la réouverture officielle de la gare routière de Rufisque. Maître Oumar Youm a écouté dans ce journal. L'actualité internationale sera remise. L'invité de la rédaction, ce sera Maître Moussa Sarr, qui sera avec El Hadji Malick Ndiaye. La revue de presse de El Hadji Malick Ndiaye, justement, qui sera la revue de presse de El Hadji Malick Ndiaye mettra un terme à cette édition d'information mise en onde aujourd'hui par Alioune Badra Socé. Les détails c'est après ceci. Babacar Samb. Bonjour et bienvenue. Ce lundi au tribunal correctionnel de Paris reprend l'un des procès les plus attendus dans le monde du sport, celui de Lamine Diack, ancien président de l'IAAF. L'ancien patron du athlétisme mondial fait face aux accusations de corruption qui pèsent sur lui et il est soupçonné d'avoir protégé des athlètes russes dopés et de détournement d'argent. Une affaire majuscule et tortueuse, un dossier monstre, près de 4 ans d'enquête, des heures d'audition, 3 mandats d'arrêt, 3 contrôles judiciaires, interdiction de sortie du territoire. Son fils et 4 autres personnes sont également citées. Les avocats de Pape Massata Diack, justement, ne sont pas présents à ce procès. Bloqué au Sénégal, ils se disent scandalisés. Maître Moussa Sarr parle de violation des droits de la défense. Un procès à charge et inéquitable, martèle-t-il. Maître Moussa Sarr, du pôle d'avocats de Pape Massata Diack, joint par El Hadji Malick Ndiaye. Mais nous sommes scandalisés par ce qui vient de se passer. Dans le cadre de ce procès, si vous vous rappelez bien, la première audience était fixée le 13 janvier 2020. Nous nous sommes rendus, moi et mon confrère Maître Fall du Sénégal, qui sommes les principaux avocats de Pape Massata Diack en France pour la tenue de ce procès. Et le parquet a argué de la réception tardive de la commission rogatoire internationale pour demander le renvoi pour mieux prendre connaissance du dossier. Et nous sommes revenus au Sénégal. Entre-temps, il y a eu la pandémie du coronavirus qui fait que la France a fermé ses frontières comme le Sénégal. Aujourd'hui, le procès était programmé. Nous avions déposé une demande de renvoi pour nous permettre de se déplacer. Ce que la juridiction française a refusé, que nous estimons être une violation des droits de la défense. Les droits de la défense sont absolus. Elles ne peuvent faire l'objet d'aucune restriction. En nous refusant ce renvoi, on viole ces droits-là et on aboutira à un procès qui ne serait pas juste et équitable. Pourtant, selon la présidente du tribunal, Massata Diack peut être bien représenté par ses avocats français. Non, Massata n'a pas des avocats français. Ses principaux avocats, c'est moi et Maître Fall du Sénégal, qui l'assistent depuis la commission rogatoire et bien avant. Donc, il n'a pas d'avocat français principalement. L'avocat français que nous avons conçu nous-mêmes, à savoir moi, Maître Sarr et Maître Fall, c'était dans le cadre d'une élection de domicile pour pouvoir nous faire les démarches auprès du tribunal pour récupérer les dossiers de procédure. Donc aujourd'hui, on ne va pas arguer de ça pour dire qu'il a des avocats. C'est un avocat français que nous avons constitué dans le cadre d'une postulation. Donc les principaux avocats de Massata Diack sont des avocats sénégalais. Celui français est là dans le cadre d'une postulation.
ils ne maîtrisent pas autant le dossier que nous parce que c'est juste dans le cadre d'une postulation. À l'instant, Maître Moussa Sarr, un des avocats de Pape Massata Diack. Et puis, un des plus grands complots du siècle contre le continent noir, l'affaire Lamine Diack est une autre humiliation de la race noire, dénonce en tout cas Horizon Sans Frontières. Selon son président, l'unique objectif de ce procès est de discréditer l'ancien patron de l'I2AF. Boubacar Seye appelle à une forte mobilisation pour dire non et interpelle l'Organisation des Nations Unies ainsi que l'Union africaine. L'État du Sénégal devrait également apporter son assistance sur le plan diplomatique. Boubacar Seye, joint par El Hadji Malick Ndiaye. Vous savez, ce procès est pour nous l'un des plus grands complots, pour ne pas dire procès, contre le continent noir. Je dirais même comme la mort de Floyd, l'affaire Lamine Diack est une autre tentative d'humiliation de la race noire. Et aujourd'hui, s'il est vrai que blancs, noirs, africains, asiatiques et occidentaux, nous sommes égaux devant la loi, le droit sera dit et Lamine Diack sera libre pour pouvoir enfin rentrer au Sénégal. Parce que quand même, ça a trop duré, la comédie a trop duré et il faudra que, effectivement, tout le monde se lève aujourd'hui pour dire non. C'est la raison pour laquelle Horizon Sans Frontières aujourd'hui interpelle les Nations Unies, la Cour européenne des droits de l'homme, l'Union africaine et même l'État du Sénégal quand même. Parce que je rappelle que Lamine Diack est un Sénégalais et il a un devoir quand même de protection. L'État du Sénégal devrait quand même apporter son assistance sur le plan diplomatique et juridique. Malheureusement, on ne l'a pas tant entendu sur le cas Lamine Diack, qui est pour nous un complot visant à salir, voire diaboliser le continent qui regorge de ressources humaines de qualité pour les empêcher d'accéder à de hautes responsabilités. Sud FM. Et nous allons parler du point de la situation sur l'évolution de la maladie à Covid-19 dans le pays. Les résultats virologiques publiés ce lundi ont révélé 99 nouvelles contaminations. Il s'agit de 88 cas contacts, 2 cas importés et 9 issus de la transmission communautaire, tous identifiés à Dakar. Le bilan grimpe ainsi à 4427 cas diagnostiqués positifs au nouveau coronavirus, selon Dr Marie-Khémesse Ngom-Ndiaye, directrice de la santé. Ce lundi 8 juin 2020, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1010 tests réalisés, 99 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 9,8%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 88 cas contacts suivis par nos services, 2 cas importés à partir de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass, 9 cas issus de la transmission communautaire, répartis entre Sacré-Cœur 1, Pikine 1, Ben Tali 1, Yoff 1, HLM 5 1, Cambérène 1, Keur Massar 1, Fass 1 et Colobane 1. Donc tous les cas communautaires aujourd'hui sont à Dakar. 111 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 14 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. À ce jour, 4427 cas ont été déclarés positifs, dont 2699 guéris, 49 décédés et donc 1678 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations à se mobiliser davantage au sein de nos communautés pour un respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. Reprise du transport interurbain à Rufisque. Le premier bus horaire a quitté ce matin vers 7h11. Le dispositif a été bien respecté, mais il faudrait améliorer le manifeste, précise en tout cas le ministre de tutelle Oumar Youm, qui a présidé ce matin la réouverture officielle de la gare routière de Rufisque. Maître Oumar Youm avec Denisia Sambou. Ce que j'ai vu ici, en moins de 48 heures, nous avons vu que toutes les dispositions ont été prises. En termes d'abord de respect du protocole sanitaire à l'entrée, où les passagers sont déjà accueillis avec tout le dispositif nécessaire de lavage des mains, de port du masque qui est obligatoire et aussi d'accompagnement. Mais ensuite d'enregistrement, ce qu'on appelle le manifeste, qui n'est pas une science infuse, qui n'est pas difficile et que nous allons améliorer. Parce que pour l'instant, comme on l'a dit,
dans l'arrêté que je viens de prendre, le manifeste peut être sur support papier comme ça peut être sur support électronique. Pour l'instant, c'est le support papier. On ne veut pas une marche forcée tout de suite et maintenant vers la modernisation de toutes les gares. Ce n'est pas possible. Mais petit à petit, avec pédagogie, accompagnement, je suis sûr que les transporteurs qui ont toujours fait œuvre de créativité, d'innovation, vont s'adapter à cette nouvelle législation, qui est une législation qui a un soubassement sécuritaire. Au-delà de la Covid-19, nous voulons que tous les flux de passagers, que ces flux soient enregistrés, que les données soient des données réelles, parce qu'on ne peut pas faire de politique dans un secteur si on n'a pas les données. Que les données sont des outils d'aide à la décision. Donc je pense que commencer à avoir les données sur les passagers nous permet de mesurer avec exactitude la demande de transport au Sénégal et ensuite d'accompagner et de prendre les mesures qu'il faut pour tailler l'offre de transport à la demande de transport. Et ça, les transporteurs l'ont compris. Nous serons à leur disposition dans la région de Dakar et dans la région de Thiès avec le CETUD pour accompagner ces initiatives et intégrer les ressources informatiques au cœur de la gestion des gares. Il est possible de moderniser nos gares. Il faut qu'on arrête d'être fataliste. Les gares doivent être en compétition avec les gares ferroviaires que nous voyons ici. Ici, on a une gare ferroviaire à Rufisque. En compétition avec les aéroports. Parce que le client, il est le même. Qu'il soit un client du ferroviaire, du terrestre ou de l'aérien, il reste un client à prendre en charge, à qui on doit un service de qualité. En tout cas, la Covid-19 étend ses tentacules sur toute l'étendue du territoire. Le virus est toujours présent dans le pays. Plus de 4000 cas officiellement déclarés. Mais l'assouplissement des mesures restrictives par les autorités entraîne le relâchement. Raison pour laquelle ses concitoyens appellent au respect des mesures barrières. C'est un reportage signé Fatoumata Diallo. Le coronavirus étend ses tentacules sur toute l'étendue du territoire alors que l'assouplissement des mesures restrictives par les autorités entraîne le relâchement. Le port de masque n'est plus de mise pour certains. Des rassemblements sans respect de la distanciation sociale, les Sénégalais ont repris leurs vieilles habitudes. Croisés à Sacré-Cœur Pyrotechnie, cette dame les incite à respecter les mesures barrières. Donc quelque part, les gens ont beaucoup relâché, peut-être à cause des assouplissements, des mesures restrictives, parce que soit ils ne croient pas, ou peut-être ils se disent la maladie est contrôlée, c'est derrière nous. Il faut continuer de respecter les mesures barrières. Pour Ismaïla Ba, ces mesures d'assouplissement devraient être accompagnées par une bonne stratégie de communication gouvernementale. Pour moi, en général, si je fais grosso modo, c'est à cause de la communication du chef de l'État. Lors de sa deuxième sortie, quand il avait dit qu'il faut essayer de vivre avec le virus, je pense que c'est pour ça que les Sénégalais ont baissé un peu les gardes. Mais pour associer les chefs de quartier, les AIC, les sportifs, pour moi, ça pourra au moins améliorer la situation. Madame Sambou pense que c'est un manque de conscience à l'endroit de certains concitoyens avec la multiplication des cas communautaires. Sûrement, c'est un manque de conscience, je sais pas, de responsabilité, je sais pas, franchement, ce qui leur pousse à agir comme ça. L'heure n'est pas au relâchement. Le virus est toujours présent dans le pays. Plus de 4000 cas sont officiellement déclarés. La situation est grave, raison pour laquelle ses concitoyens appellent au respect des mesures barrières, notamment le port de masques, le lavage des mains, le respect de la distanciation physique, surtout éviter les rassemblements. Fatoumata Diallo, quel est l'impact de la pandémie sur le monde du travail? La CNTS-FC va faire une évaluation exhaustive dans le public, le privé et l'informel, mais déjà des dysfonctionnements sont notés dans le secteur minier, dans l'hôtellerie également, des employés sans salaire, des employeurs portés disparus. Nous révèle le secrétaire général de la CNTS-FC, Cheikh Diop, avec Issegna. On va très certainement faire l'évaluation exacte de la situation de la crise sur le monde du travail, mais en attendant, il nous est parvenu quand même quelques anomalies dans certaines entreprises. Dans les industries minières, par exemple, nous avons noté qu'au niveau de la Somiva, des phosphates de Dendori dans le Matam, il y a quand même des travailleurs qui n'ont pas leur salaire depuis plusieurs mois. Dans le groupe TSE également, on vit la même situation. Il faut aussi noter que à Mako, dans le Kédougou, dans les sociétés orifères, il y a des travailleurs qui n'ont pas perçu de salaire durant les 3 mois de crise. Dans le secteur hôtelier, nous avons noté qu'au niveau des bars, des casinos et certains restaurants,
une situation quand même difficile s'est produite parce que des employeurs qui disparaissent comme ça, sans au préalable discuter avec les responsables syndicaux, il y a aussi une situation comme ça. À l'hôtel Faidherbe, tous les travailleurs sont pratiquement licenciés. Par conséquent, c'est des situations que nous avons commencé à recenser et qui pose problème au niveau du groupement industriel des Nima. C'est une unité industrielle qui fabrique des détergents. Là également, il y a d'énormes problèmes. Maintenant, pour ce qui concerne le soutien qui a été décidé par le chef de l'État pour les entreprises impactées dans le secteur touristique, nous avons également noté qu'à Saint-Louis, aucun hôtel, aucun établissement hôtelier n'est encore secouru par cette aide-là. La synthèse force du changement, comme à l'accoutumée, se fera le devoir de faire une évaluation exhaustive de l'impact de la crise dans le monde du travail, aussi bien au niveau du secteur public que du secteur privé, mais aussi au niveau du secteur informel. Nous ne laisserons aucun secteur en rade. Le moment venu, nous nous adressons à l'opinion pour édifier l'opinion sur l'impact de la crise dans le monde du travail, y compris les secteurs les plus agités qu'on a connus. Agités, l'enseignement et la santé qui ont bravé cette crise de la plus belle manière. Et puis, reprise ratée des cours le 2 juin dernier, la Fédération des enseignants FEDER regrettait parle d'amateurisme et d'échec de l'État du Sénégal. Face à la presse, ses membres préconisent le mois d'octobre prochain pour éviter tout risque d'année blanche ou colmaté. Moussa Diène, le coordonnateur de la FEDER au micro de Babacar Ndao. Nous, au niveau de la FEDER, nous ne sommes ni pour une année blanche, ni pour une année colmatée. Mais nous sommes pour une année sérieuse, une année académique, normale, qui réponde aux critères internationaux. Nous sommes pour une année où il y aura un quantum horaire acceptable, une année scolaire où il y aura des évaluations sérieuses organisées de manière scientifique, où le passage d'une classe à une autre obéit aux critères respectifs, où les diplômes qui seront décernés aux différents candidats issus donc des examens seront des diplômes qui seront reconnus mondialement, universellement. C'est pourquoi nous, au niveau de la FEDER, nous avons dit que après l'échec cuisant, c'est la reprise du 2 passé, il est important qu'aujourd'hui qu'on fasse un recul pour mieux préparer donc la réouverture donc des enseignements apprentissage. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, il n'y a aucune garantie sur la maîtrise de la pandémie. Et les prévisions sanitaires les plus sérieuses indiquent que l'épidémie peut être là jusqu'au mois de septembre. C'est pourquoi nous pensons qu'une reprise sérieuse ne peut se faire qu'à partir du mois d'octobre. D'octobre à novembre, nous aurons fait 2 mois de cours, ce qui nous permettra de rattraper un tout petit peu sur le quantum déjà perdu. Et à partir du mois de décembre, que les examens du CFE, de l'entrée en 6e, du BFM et du bac puissent être organisés en toute tranquillité. Maintenant, pour ce qui est des classes intermédiaires, qu'on puisse organiser les évaluations à partir du début du mois de janvier, pour justement pouvoir aborder tranquillement, avec beaucoup de sérénité, l'année académique 2021 à partir donc de fin janvier. Voilà la proposition de la FEDER. Et puis à Fatick, plus de 62 000 masques ont été collectés par les femmes sur un objectif de 50 000 masques dans le cadre du projet Une femme sans masque initié par Thérèse Faye Diouf. Ces propos sont recueillis par Ngoursar. Aujourd'hui, nous sommes à Foundiougne pour remettre presque plus de 27 000 masques qui ont été collectés par les femmes du département de Foundiougne à monsieur le préfet de Foundiougne. Cette initiative a été lancée par madame le ministre de la Femme pour quand même impulser un élan de solidarité nationale pour la collecte des masques et le redistribuer au niveau des familles quand même démunies, au niveau des daara, au niveau des acteurs qui sont dans les gares routiers, dans les marchés, mais également toute autre catégorie socio-professionnelle ou couche qu'on peut cibler qui est dans le besoin. Toutes les femmes du département de Foundiougne se sont mobilisées pour collecter plus de 27 000 masques qu'elles vont redistribuer au niveau de ces couches dont j'ai cité tout à l'heure. Et à Fatick également, toutes les femmes se sont mobilisées pour collecter presque 20 000 masques. Et ces masques ont été remises à madame le gouverneur. Et également les femmes qui sont dans les communes vont continuer la distribution au niveau des cibles, comme les femmes qui s'activent dans les marchés, celles qui sont dans les gares routières, les écoles,
les daara, etc., et même les familles qui sont dans les besoins. Au niveau de la région, nous avions un objectif qui nous a été assigné qui était de 50 300 et la région de Fatick a collecté 61 300. Donc la contribution de Foundiougne, nous l'avons, la contribution de Fatick, nous l'avons, et même pour la contribution de Fatick, nous avons reçu ce matin 1000 autres masques. Ce qui fait que nous avons remis à Madame le gouverneur 20 000 masques avec les 1000 que nous avons reçus aujourd'hui, c'est 21 000. Il nous reste maintenant le département de Gossas. Mais les statistiques que nous avons dans tout le département fait que nous avons mobilisé 61 300 masques. Si je rajoute les masques, les 1000 masques que nous avons reçus aujourd'hui, c'est 62 300 masques. Exactement, 12h21 à Djinak Bara, ce village insulaire situé dans la commune de Toubacouta est privé d'eau depuis plus de 30 jours pour se procurer le liquide précieux. Les populations se cotisent au quotidien pour aller à Bankindik, un territoire gambien avec des pirogues. Elles sont finalement soutenues par 2 autres îles, Gossar. SOS pour Djinak Bara, un village des îles du Saloum privé d'eau depuis le 29 avril dernier. Le forage réalisé à Simondienne dans la commune de Nioro Al-Santal dans le cadre du projet d'alimentation en eau potable des îles du Saloum qui ravitaille le village est tombé en panne. Pour se procurer le liquide précieux, les populations se cotisent pour aller à Bakindik, un territoire gambien avec des pirogues. Souleymane Bodjan, représentant des jeunes. On quitte le village à 7h du matin pour aller vers Bakindik, 15 km du village en traversant la pirogue, en mettant des bidons de 20 litres dans des pirogues. Et chaque ménage aussi cotise une somme de 1500, de 1700 environ pour aller chercher du carburant et aller vers Bakindik pour aller chercher de l'eau liquide que la population est en train de chercher de nuit et jour. Les populations de Betenti et de Bosinkan sont obligées d'envoyer chaque jour des pirogues remplies de bidons à Djinak Bara vu la gravité de la situation dans l'île. Le village de Betenti et le village de Bosinkan, chaque jour ce sont ces villages qui nous viennent en aide. Il y a des associations qui cotisent là-bas. Donc ces associations s'organisent pour amener 100 à 300, voire 500 bidons tous les jours. Nous aussi, on s'organise pour que chaque ménage puisse avoir 2 à 3 bidons. Ils traversent l'océan pour venir ici. Vous voyez comment c'est risqué. La déception est grande dans ce village de la commune de Toubacouta où aucune mesure d'hygiène n'est respectée pour la lutte contre la Covid-19. Quand on dit il faut laver les mains, maintenant la population ne lave pas les mains. Quand on dit il faut respecter, par exemple, la distanciation. Imaginez quand l'eau est arrivée, comment la population va se sentir? Est-ce qu'il y aura une distanciation? Non, on ne peut pas respecter cette distanciation-là. Les jeunes lancent un cri de cœur au chef de l'État. Gorsar Fatick, Sud FM. Gorsar, longtemps rejeté par les populations de Yen, Ndayan et Popenguine, le projet du port de Ndayan va bientôt voir le jour. Les discussions seront bientôt entamées ou bien même entre les autorités portuaires et les populations, révèle le directeur général du port autonome de Dakar. Aboubakr Sadekh Bey, interrogé par Denisia Sambou. Nous sommes venus à Yen aujourd'hui pour apporter l'appui du port autonome de Dakar aux populations de Yen dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19. Nous en avons profité aussi pour rencontrer le maire et lui dire que sur instruction du président de la République, les échanges devront commencer entre le port de Dakar et les populations de Yen, de Ndayan, de Popenguine sur le grand projet du port de la zone. Ndayan, Popenguine, Yen. Nous avons toujours, pris le soin de ne pas commencer les échanges avec les populations puisque nous n'avions pas encore tous les détails du projet. Aujourd'hui que ces détails du projet nous sont connus et que le président a donné le tempo pour qu'on aille plus vite dans le cadre de l'exécution de ce projet qui va être le plus grand projet que le Sénégal ait connu depuis son indépendance. Donc nous sommes venus d'abord pour les populations pour leur apporter notre appui en masque, en riz, huile, sucre, à compte tenu
connu des difficultés liées au manque d'activité économique. Donc nous avons décidé d'appuyer les populations, mais nous en profitons aussi pour dire que voilà, dans les jours à venir, nous serons très fréquents ici, Monsieur le maire, pour vous rencontrer, pour échanger avec les populations, pour leur expliquer le projet, pour recueillir leurs avis et suggestions, pour les impliquer davantage dans ce que nous voulons construire. Nous pouvons leur dire aussi que nous avons beaucoup de bonnes nouvelles à partager avec eux en termes de retombées économiques de ce projet, surtout pour les jeunes. C'est un terrain qui est propice pour ce que nous voulons faire, autant en termes de situation géographique qu'en termes de ressources humaines. Et nous sommes prêts à accompagner les populations et nous sommes sûrs aussi que les populations sont prêtes à nous accompagner parce que ce que nous voulons faire est un port en eau profonde qui va servir l'Afrique de l'Ouest, qui va permettre à l'Afrique de s'ouvrir davantage dans le monde. À l'instant, le patron du port autonome de Dakar, Aboubakr Saderbé, qui était hier dimanche à Yen pour apporter l'appui du port autonome de Dakar aux populations dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Plus de 25 tonnes de riz, d'huile, de sucre et de masques de protection ont été distribués aux populations. Sud Midi, l'invité. Avant l'invité du jour, permettez-moi de parcourir le monde avec l'actualité hors de chez nous. Le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale, REDAC, lance lundi une campagne en ligne associant les organisations des autres pays d'Afrique centrale et demandant le soutien des organes des Nations Unies, de l'Union africaine et des diplomates étrangers. Parmi les cas cités, des exécutions sommaires dans un village du Nord en juillet 2018. La disparition le mois suivant de Franklin Mowa, membre de REDAC à Kumba, et encore le massacre de Ngarbou le 14 février dernier. Djibouti, la Ligue djiboutienne des droits humains dénonce et condamne sans réserve les violences répétées des forces de sécurité contre les civils dans le pays. Opposants et militants de la société civile évoquent de nombreux blessés, dont plusieurs dans un état grave, ainsi que des dizaines de civils toujours emprisonnés hier dimanche au lendemain de manifestations violemment dispersées par la police. La Russie a annoncé ce lundi une réouverture partielle de ses frontières fermées depuis mars en raison de la pandémie de nouveau coronavirus. Selon un décret signé ce matin par le chef du gouvernement, les Russes pourront quitter donc le territoire national pour raisons médicales et professionnelles, tandis que les ressortissants étrangers pourront venir se faire soigner dans le pays où s'ils doivent s'occuper de proches. À présent, l'invité du jour, il s'agit de Maître Moussa Sarr qui va revenir sur le procès de Lamine Diack. Retenez que Lamine Diack actuellement fait face aux accusations de corruption qui pèsent sur lui. Il est soupçonné d'avoir protégé des athlètes russes dopés et de détournement d'argent. Son fils Pape Massata Diack est cité dans ce dossier. Les avocats de Pape Massata Diack justement ne sont pas présents. Ce procès bloqué au Sénégal, ils disent scandalisés. Maître Moussa Sarr parle de violation des droits de la défense. Un procès à charge et inéquitable, martèle-t-il. Maître Moussa Sarr, du pool d'avocats de Pape Massata Diack, joint par El Hadj Malick Ndiaye. Nous sommes avec Maître Moussa Sarr. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes avocat de Pape Massata Diack dans le cadre de la corruption à l'IDSAF. Alors, le procès Lamine Diack impliquant votre client se tient présentement à Paris sans vous, les avocats sénégalais. Quelle est votre première réaction en tant qu'avocat que vous êtes? Mais nous sommes scandalisés par ce qui vient de se passer. Dans le cadre de ce procès, si vous vous rappelez bien, la première audience était fixée le 13 janvier 2020. Nous nous sommes rendus, moi et mon confrère Maître Fall du Sénégal, qui sommes les principaux avocats de Pape Massata Diack en France pour la tenue de ce procès. Et le parquet a argué de la réception tardive de la Commission rogatoire internationale pour demander le renvoi pour mieux prendre connaissance du dossier. Et nous sommes revenus au Sénégal. Entre-temps, il y a eu la pandémie du coronavirus qui fait que la France a fermé ses frontières comme le Sénégal. Aujourd'hui, le procès était programmé. Nous avions déposé une demande de renvoi pour nous permettre de se déplacer. Ce que la juridiction française a refusé, que nous estimons être une violation des droits de la défense. Les droits de la défense sont absolus.
elles ne peuvent faire l'objet d'aucune restriction. En nous refusant ce renvoi, on viole ces droits-là et on aboutira à un procès qui ne serait pas juste et équitable. Pourtant, selon la présidente du tribunal, Massata Diack peut être bien représenté par ses avocats français. Non, Massata n'a pas des avocats français. Ses principaux avocats, c'est moi et Maître Fall du Sénégal, qui l'assistent depuis la commission rogatoire et bien avant. Donc, il n'a pas d'avocat français principalement. L'avocat français que nous avons conçu nous-mêmes, à savoir moi, Maître Sarr et Maître Fall, c'était dans le cadre d'une élection de domicile pour pouvoir nous faire les démarches auprès du tribunal pour récupérer les dossiers de procédure. Donc aujourd'hui, on ne peut pas arguer de ça pour dire qu'il a des avocats. C'est un avocat français que nous avons constitué dans le cadre d'une postulation. Donc les principaux avocats de Massata Diack sont des avocats sénégalais. Celui français est là dans le cadre d'une postulation. Il ne maîtrise pas autant le dossier que nous parce que c'est juste dans le cadre d'une postulation. Donc, Maître Bokké ne peut pas représenter Pape Massata Diack? Non, on ne dit pas qu'il ne peut pas le représenter. Il ne peut pas le représenter aussi valablement que nous. Pape Massata Diack a principalement 2 avocats sénégalais, moi et Maître Fall. C'est nous, 2 avocats sénégalais, qui ont constitué cet avocat français dans le cadre d'une élection de domicile pour être notre représentant en France pour récupérer les éléments du dossier. Donc lui, il n'était pas constitué pour plaider le dossier, mais juste nous donner son appui dans le cadre de la collecte des informations. C'est ça. Donc c'est un coup d'état judiciaire de nous empêcher de défendre notre client valablement. Le procès se tient sans les avocats de Pape Massata Diack. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Mais il n'y a pas à faire concrètement pour le moment. On a pris acte et on attend. Et on va en tirer toutes les conséquences. Parce que c'est une violation des droits de la défense, manifestement. Aujourd'hui, il est clair qu'on n'aura pas droit à un procès juste et équitable. Parce que si vous empêchez les 2 avocats d'un prévenu de comparaître, défendre, c'est inadmissible. C'est inadmissible. C'est inadmissible. C'est inqualifiable. Au prétexte que ces 2 avocats avaient élu domicile dans le cadre d'un cabinet français. Et que cette personne suffit pour le défendre. C'est pas admissible cela. Et pourtant, lorsque nous étions déplacés le 13 pour défendre le dossier, le parquet a estimé ne pas être prêt pour plaider le dossier et avait demandé le renvoi en vertu de ce parallélisme des formes. Et aujourd'hui, nous sommes une possibilité absolue parce qu'une force majeure de se déplacer, le procès devrait être renvoyé. Sinon, on a droit à un procès à charge contre notre client. Donc, c'est Pape Massata Diack qui est lésé dans cette affaire? Mais manifestement, quand vous empêchez un client qui a des avocats régulièrement constitués, moi et Maître Fall, nous sommes régulièrement constitués dans ce dossier. Le tribunal, à la dernière audience du mois de janvier, a noté notre constitution. Nous avions pris la parole à cette audience. Et si aujourd'hui, on nous empêche de revenir en place plaider, Pape Massata est manifestement lésé. On a droit à un procès à charge. Le procès n'est plus équitable. C'est pour faire la part belle au parquet. Aussi simple que ça. Donc c'est un procès injuste et inéquitable. Un procès à charge. Est-ce qu'il y a des possibilités de saisir d'autres juridictions pour dénoncer ce que vous qualifiez de procès à charge? Naturellement, dans le cadre d'un procès, on attendra pour voir la décision qui sera rendue. Le procès vient de commencer. On est en première instance. Il y a possibilité d'appel. En fonction de la décision qui sera rendue, il y a une possibilité de pourvoi en cassation. La possibilité également de saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Donc il y a plusieurs possibilités. Maintenant, nous n'en sommes pas encore là. Nous attendons pour voir la suite. Mais ce qu'il y a lieu de dire, c'est de dénoncer cette attitude de la justice française en empêchant aux avocats de Pape Massata de se déplacer et de plaider pour son compte. Maître Moussa Sarr, je vous remercie. Merci bien. Je rappelle que vous êtes avocat et conseiller de Pape Massata Diack dans l'affaire l'IDESAF.